Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix de Catalogne. C'était du côté du circuit de Catalunya, du côté de Barcelone. Et oui, il n'y a pas que la Vuelta en Espagne, il y avait aussi la moto. Un Grand Prix intéressant avec des conditions climatiques qui ont été, on a parfois eu une chouillette de pluie. Il y a eu parfois là des petites surprises au niveau du temps et surtout un gros crash lors du deuxième Grand Prix, lors du Grand Prix le dimanche, qui nous a fait un petit peu froid dans le dos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, F1, rugby, avec la Coupe du Monde. TikTok, le débrief des courses de cyclisme en ce moment, et puis quand la saison sera un peu plus calme, on fera la moto également. On essaye de temps en temps de faire des séances de moto, mais c'est vrai que cette année, j'ai pas vu beaucoup de grands prix en direct, et c'est un peu pareil du côté de la Formule 1. Et puis si vous avez les moyens, vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis voilà, on commence tout de suite. Alors déjà, on va commencer par le crash. Il y a eu un vrai débat sur les réseaux sociaux avec les images qui ont été diffusées du crash de Banaya. Moi, je pense qu'à partir du moment où on sait que le pilote va bien, on peut diffuser les images, mais je pense pas qu'on est obligé de les rediffuser 150 fois. C'est ce qu'a fait la moto GP. On pouvait les rediffuser une fois pour montrer ce qui s'était passé, à partir du moment où on savait que le pilote allait bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, c'est toujours particulier en moto parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles qu'en Formule 1. En Formule 1, quand il y a un gros crash, déjà on n'a pas les caméras. Et ensuite, on a 2-3 replays, mais les pilotes avaient un peu gueulé. Là, c'est vrai qu'on a eu énormément de fois l'image avec les jambes, avec la moto qui lui passe sur les jambes au ralenti. C'est peut-être une image qu'on n'était pas obligé de remontrer. Comme au départ, les images où il est allongé sur le sol, on aurait peut-être pu attendre un petit peu au niveau des images. Mais après, on a aussi besoin de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est produit. Ne pas diffuser les images aurait été, je pense, pire que de les diffuser à 150 reprises. Parce qu'on aurait mis plein de suppositions, plein d'hypothèses. Les gens auraient mis des hypothèses sur les réseaux sociaux, parfois pas judicieuses, par rapport à un bout d'image qu'ils auraient vu au loin. Donc pour moi, il fallait diffuser le replay. Il fallait diffuser une fois, deux fois, pas 40 fois pendant 20 minutes. Parce que ça, je pense que c'était pas l'idée du siècle, très clairement. Et puis, il faut savoir que vous avez également les images dans les stands des autres concurrents qui voient les images de la réalisation internationale. Donc, c'est-à-dire que se préparer pour une autre course en voyant 150 fois le mec qui se fait rouler dessus, c'est pas l'idéal pour préparer son Grand Prix. Sinon, c'est un week-end dans la norme de ce qu'on a vu ces derniers temps en MotoGP depuis le début de saison, c'est-à-dire avec une course du dimanche pas très passionnante sur la fin parce que les pilotes savent comment les pneus fonctionnent grâce à la course sprint de la veille. Donc il n'y a pas de réelle surprise. C'est-à-dire qu'en plus il y avait des pilotes comme Zarco qui avait pris du médium. Donc il savait vraiment comment marchait le pneu. Et pas très passionnante sur la fin parce qu'en plus Barcelone est un circuit qui est très abrasif. On n'avait pas des gommes extrêmement dures. Parce que je pense qu'à Barcelone, on s'attendait à ce qu'il se fasse très chaud. Et on s'était dit, les gommes dures ne vont peut-être pas marcher du tout dans ces circonstances-là. Mais les pneus avaient du mal à tenir, hein, tout simplement. Et on était sur le Grand Prix, on était sur des temps qui étaient extrêmement lents le dimanche. Mais une course sprint qui a été intéressante, puisqu'il y a eu pas mal de bagarres. Dommage, le dimanche, c'était beaucoup, beaucoup plus calme, parce que j'ai envie de dire, au bout de 5-6 tours de course, la hiérarchie se met en place et après, il n'y a plus énormément de dépassements. Et puis, dommage la prise de risque de certains pilotes au départ. Mais ça, je vous invite à voir l'interview de Johan Zarco du côté de Canal+, qui en parle bien et qui utilise les termes. Alors, c'est peut-être un peu cru, mais
bon voilà, il utilise des termes parce que il y a un moment où c'est plus possible d'avoir des pilotes qui prennent autant de risques sur cette phase-là. Note du Grand Prix, j'ai mis 13 sur 20, j'ai un peu hésité. C'est encourageant par rapport à la course du samedi, aux qualifs qui ont été aussi assez intéressantes. Mais dommage la fin du Grand Prix du dimanche où je me suis un petit peu ennuyé. Donc oui, j'ai mis 13 sur 20. Je n'ai pas été très sévère. Bon voilà, c'est vraiment le dimanche, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Week-end, qui est dans la lignée, on va dire, hein, du précédent week-end en Autriche, c'est-à-dire un samedi catastrophique. Bon, un vendredi et un samedi catastrophique. Il sauve ce week-end le dimanche, mais bon, on voit que chez Yamaha, on tâtonne, hein, on sait absolument pas où on veut aller. Mais c'est pas que de la faute de Yamaha, c'est aussi, je pense, de la faute de Quartararo parce que lui non plus ne sait pas où aller, quelle direction prendre. C'est lui maintenant le leader de l'équipe, c'est à lui de montrer la voie du côté de chez Yamaha. J'ai l'impression qu'il a du mal à la montrer, la voie, aujourd'hui. Et on le voit quand on revient à la config de 2022, c'est qu'on ne sait pas où aller. Mais que lui aussi ne sait pas où aller. On revient à la configuration de l'année dernière au niveau aéro. C'est-à-dire qu'on fait un recul, mais parce qu'on ne trouve pas la solution, parce qu'on n'arrive pas à développer les pièces. C'est à lui de développer les pièces, avec le pilote d'essai aussi. Bon, aujourd'hui chez Yamaha, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, on va dans le mur, ça j'ai l'impression, mais on n'a pas de solution sur le court terme. Je ne vois pas Yamaha améliorer sa moto drastiquement l'année prochaine. Surtout en n'ayant que deux motos au départ, normalement de la saison. Donc tu as peu de données à exploiter. Ils vont peut-être avoir des concessions. Mais est-ce que ça va pas être suffisant du côté de chez Yamaha? Et puis la moto est pas bonne. Enfin, faut... Le problème, c'est qu'on veut revenir à une base, mais qui a déjà 3-4 ans. Alors certes, c'est une base qui était saine. Le problème, c'est que c'est une base qui est maintenant devenue has-been par rapport au progrès qu'on fait après l'IA, KTM, Ducati. Il faut aller de l'avant. Mais pour ça, il faut savoir développer. Et j'ai l'impression que du côté de Fabio Quartararo, on n'arrive pas à développer les pièces. On n'arrive pas à faire ce travail-là. Et ce qui fait que il est leader Quartararo, mais au niveau du développement du travail, on n'avance pas. On n'avance pas du tout. Donc ça, c'est pas très rassurant. Bon, après, le samedi catastrophique, ils vont nulle part. Ils reviennent en arrière pour le dimanche. Bon, ils font 7. C'est aussi un Grand Prix où, à partir du moment où tu arrives à garder tes pneus, tu pouvais faire top 10, quoi. Je suis pas sûr que de revenir en version 2022 par rapport à la version 2023, c'est changer drastiquement la moto. La seule solution, c'est que la Yamaha étant moins puissante, elle pète moins ses pneus. C'est un circuit comme Catalunya qui est difficile pour les pneus. Mais je trouve que là, pour le moment, chez Yam, c'est très très compliqué. On poursuit avec Johan Zarco. Bon week-end. Bon week-end pour Johan. C'est un week-end solide. Il avait besoin d'un week-end solide parce que il quitte le giron Ducati en fin de saison pour rejoindre Oda. C'est un choix. Je n'arrive pas à me décider si c'est un bon ou un mauvais choix pour Johan. Parce que d'un côté, je me dis, chez Honda, il y a quand même beaucoup de pilotes qui se sont cassés les dents, qui n'étaient pas des branquignoles. Donc, est-ce que lui, il va réussir à faire mieux avec Honda? Parce que 2 ans sans résultat pour Zarco, ça serait quasiment la fin de la MotoGP dans 2 ans. Et ça serait une vraie déception en MotoGP quand même un petit peu là. Enfin, sur certains points, la carrière de Zarco.
Et dans un même temps, je me dis, oui, mais s'il arrive à être le mec qui arrive à faire performer cette Honda, bah, il sécurise peut-être un contrat sur 2 ans encore supplémentaires. Donc, il peut peut-être rester encore 4 ans en MotoGP. La question est de savoir est-ce qu'il va réussir à améliorer cette moto. Mais il la connaît déjà un petit peu. Il a piloté avec. C'est aussi l'un des rares pilotes maintenant qui a un point de comparaison avec la Yamaha, avec la Ducati, avec la KTM, qui a changé pas mal de marques de moto, qui donc va pouvoir déterminer peut-être là où il faut travailler. Après, il faut aussi que l'entourage de Marquez le laisse faire un petit peu. Et puis, il est chez LCR. Je pense que, enfin, on sait que Lucio Cecchinello avait bien aimé les 3 premiers Grands Prix qu'ils avaient eu ensemble. Ça s'était très bien passé. Donc, je pense que ça a aussi joué. Et puis, avec Pramac, avec Ducati, il ne savait pas trop dans quelle équipe il allait aller. Donc, ça, c'était aussi peut-être un souci pour Johann Zarco. Il sait qu'avec LCR, il aura du soutien de Honda quand même. Mais il y a du boulot forcément à faire sur cette Honda parce que pour l'instant, c'est très très compliqué. Mais bon, il a aussi gagné en maturité. Donc il ne fera peut-être pas les erreurs qu'il avait fait chez KTM à vouloir tout transformer en 2 mois. Il va peut-être prendre beaucoup plus son temps avec Honda pour améliorer la moto, mais ne peut-être pas tout changer. Dans la Honda, il doit y avoir des éléments qui fonctionnent bien. Il ne faut pas tout transformer non plus. Mais c'est sûr qu'au niveau châssis, au niveau travail du châssis, il va y avoir du boulot pour Johann Zarco. Après, sur ce week-end-là de course, bon, il a fait un très bon boulot. Comme j'ai envie de dire, comme cette année très régulièrement, il a marqué des points. Il fait 4e le dimanche parce que bon, on sait que c'est un pilote qui gère excellemment bien ses pneus. Le samedi, c'était un peu plus compliqué, mais on voit bien que les courses sprint, c'est pas trop sa tasse de thé quand même. Et puis le dimanche, par contre, ça s'est bien passé pour lui. Ça n'a pas été catastrophique, hein, encore une fois, samedi, pardon. Mais on voit bien que ce format course sprint, il a du mal à être aussi performant le samedi que le dimanche. Le dimanche, depuis le début de saison, il fait des très belles courses. Et puis on passe avec Tech 3. Ça a été compliqué ce week-end pour Tech 3. Alors avec il faut le dire, avec une moto qui n'était pas fantastique non plus, la KTM, parce que bon, Jack Miller est le meilleur pilote le dimanche, il fait 8. Brad Binder, je crois, fait 4 le samedi. Et on voit que ce n'était pas une moto qui avait un super rythme. Ça a été difficile pour Augusto Fernandez pendant le Grand Prix. Il prend encore quand même la 9e place, mais on voit que en rythme vraiment de course, il n'était pas dans le coup pour faire beaucoup mieux, mais il marque quand même encore des points. Et je pense qu'il faut vraiment le souligner du côté d'Augusto Fernandez. Il mérite vraiment de rester en MotoGP parce qu'il fait vraiment du super boulot. Et puis Paul Espargaro, c'est pas simple. Retour en moto. C'est dommage du côté de Paul, c'est qu'il a abandonné les 2 courses sans avoir roulé énormément. Donc ça, c'est vrai que c'est décevant du côté de Paul parce qu'il n'a pas pu montrer véritablement l'étendue de son talent parce que voilà, il a abandonné à chaque fois très tôt et il a besoin de reprendre du rythme, de reprendre également beaucoup d'informations. Je trouve que c'est ce qui est satisfaisant avec Paul, c'est qu'il prend quand même la 14e place en qualif pour un mec qui avait peu de repères. Je trouve que c'est vraiment bien. Mais voilà, il va lui falloir un petit peu de temps pour retrouver le rythme, Paul Espargaro, parce que forcément, il a une grosse chute, première course de la saison, le temps de revenir, c'est très très compliqué après derrière, donc voilà, il est encore en convalescence, il va falloir retrouver du rythme, et ça, c'est pas forcément très très simple. On regarde tout de suite les pilotes au top, pardon. Du côté des équipes et des pilotes au top, on commence avec Aprilia. Super week-end d'Aprilia. On sent qu'il y a quand même eu... l'intersaison a fait du bien à cette équipe, à ce constructeur. La première partie de saison n'avait pas été sensationnelle. C'était presque une déception. C'était une légère déception Aprilia. C'était pas une énorme déception, c'était une légère déception du côté d'Aprilia parce que
l'équipe avait eu du mal dans ses résultats, et puis j'avais presque l'impression que KTM lui était passé devant, qu'il y avait eu une sorte de régression dans la hiérarchie par rapport à Ducati. C'est vrai que j'étais inquiet parce que j'avais dit, bon, l'année dernière, la deuxième partie de saison, surtout la tournée outre-mer, en dehors de l'Europe, avait été compliquée pour Aprilia. Et là, je me disais, bon, première partie de saison, beaucoup de courses en Europe et il n'y a pas eu forcément des grands résultats. Est-ce qu'ils vont réussir à embrayer sur la suite? J'étais un petit peu inquiet. Et là, ce week-end, et c'était déjà le cas aussi en Autriche où vous avez été pas mal, ça s'est bien goupillé quoi, du côté d'Aprilia. Pas de l'Autriche, pardon, de la Grande-Bretagne où ça s'était bien goupillé. Là, ça a encore bien performé avec Vignales et Aleix Espargaro, un doublé. En plus pour l'équipe, ça fait des gros points. On a vu également ce week-end Miguel Oliveira très performant. On voit que cette Aprilia n'a pas perdu ses qualités, les qualités de traction. C'est une moto qui arrive à sortir très bien des virages, ce qui, sur un circuit comme la Catalogne, comme la Grande-Bretagne aussi à Silverstone, qui sont des circuits où on a besoin de traction en sortie de virage, c'est vraiment un avantage. Et surtout, ça veut dire que c'est une moto qui tourne plus court, donc qui gagne des mètres par rapport à ses adversaires. Eux, ils font vraiment la distance la plus courte, quasiment du circuit, par rapport aux autres. Et les 20 à 30 mètres que tu gagnes par rapport à la Ducati, ça fait 5 millièmes, 10 millièmes par virage. Ces 10 millièmes-là, à la fin, ça fait 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Et à la fin, ça fait des dixièmes et ça fait des secondes, tout simplement, du côté d'Aprilia. Et puis, c'est sûr que le fait est que Bagnaia soit tombé a quand même facilité les choses, il faut bien le dire, pour les deux pilotes Aprilia. Mais vraiment, super week-end voilà, pour Aprilia. On sent que la moto était un petit ton au-dessus même. Il fallait du grand Bagnaia pour aller chercher la course sprint. Et on voit que sur les courses, que sur le Grand Prix, ça a fonctionné parfaitement. Et on voit que même sur la course sprint, parce que Espargaro fait le doublé, il fait le maximum de points quasiment. Donc non, ça s'est très très bien passé pour eux. Et c'est rassurant pour la suite, pour Mizano. Et puis ensuite, on attaquera cette fameuse énorme tournée outre-mer de deuxième partie de saison. À partir de l'Inde, on va faire Inde, Japon, Indonésie, Australie, Thaïlande, Malaisie, Qatar, avant de retourner à Valence en fin de saison. Donc on va enchaîner les courses en dehors de l'Europe. Mais à Mizano, je pense que l'Aprilia sera motivé. Et puis avec un Bagnaia, on ne sait pas trop comment ça va se passer, et d'autres pilotes aussi, il va y avoir de la place pour Aprilia. On poursuit. Deuxième pilote au top, c'est Jorge Martin. C'est vraiment le deuxième pilote de ce championnat. On voit qu'il y a un truc qui s'est débloqué à Jerez, et puis depuis, il enchaîne vraiment les très belles courses. Le problème de Jorge Martin, ça n'a jamais été son rythme. Ça a toujours été sa régularité et beaucoup de chutes. Il a réglé ce problème-là. Il enchaîne les résultats depuis. Pourtant, en Catalogne, j'étais un peu inquiet parce qu'on voyait les Aprilia largement au-dessus. Il arrive encore à finir 5e quand même du Grand Prix Sprint, 3e de la course longue. Il est devant Johann Zarco, encore, il est devant son équipier. Je pense que chez Ducati, je ne m'attendais pas à dire ça, mais ils ont peut-être des regrets d'avoir choisi Jorge Martin par rapport à Bastianini maintenant. Parce que Bastianini, cette année, il enchaîne les erreurs par rapport à Jorge Martin, qui lui est très fiable, enchaîne les bons résultats, et est deuxième du championnat du monde à 50 points seulement de Bagnaia. Mais surtout, il a 21 points d'avance désormais sur Bezzecchi, et 44-54 sur Brad Binder, qui est le premier non Ducati dans ce classement. Ça, c'est vraiment excellent. Et puis pour le titre par équipe, Pramac continue d'accumuler les points. Donc ça, c'est aussi excellent pour l'équipe italienne. Il y a peut-être quelque chose à tenter à Mizano. Peut-être qu'à Mizano, on verra Johann Zarco s'imposer. Ça serait le gros coup. Mais c'est vrai que Jorge Martin, depuis le début de saison, depuis le Grand Prix d'Espagne,
grosse stabilité dans les résultats et ça c'est vraiment satisfaisant pour le pilote espagnol, voilà, qui enchaîne les bons résultats avec une belle 3e place sur le Grand Prix ce week-end. On poursuit du côté des pilotes au top avec Bagnaia. Je le mets quand même au top parce qu'il prend encore des gros points sur la course sprint. Bon, sur le Grand Prix, pas de chance pour lui, il tombe, il se fait rouler dessus, mais il s'en sort miraculeusement avec aucune fracture. C'est là où je le mets au top, parce que là, il a eu le cul bordé de nouilles. Quand je le vois tomber, je me dis, ça y est, il y a tibia, il y a minimum, il y a une fracture. Minimum, il y a tibia, il y a... Voire pire, parce que moi au départ, je me dis, putain, il s'est pris 300 kilos sur la jambe. J'espère que le genou a pas vrillé, qu'il n'y a pas des conséquences beaucoup plus graves pour lui. De voir qu'il n'a pas de fracture, il n'a que des ecchymoses, c'est un miracle, vraiment. Et là, c'est un vrai miracle parce que il n'y a pas d'airbag sur la combi, donc même si les combis sont bien protégés, on sait que tu te prends une moto sur toi, t'as beau avoir une combi qui te protège bien, au bout d'un moment, les os peuvent pas résister à ces contraintes-là. Donc vraiment, il peut s'estimer chanceux. Malgré tout, du côté de Bagnaia, va falloir faire attention qu'il n'y ait pas un truc qu'on n'ait pas vu aux radios ou au scanner qui ressurgisse à Misano. Il faudra faire attention à Misano. Je pense que son objectif numéro 1 à Misano, ça sera de ne pas tomber. Parce que, bon, on ne sait pas trop si en cas de nouvelle chute, il n'y aurait pas des conséquences au niveau physique du côté de Bagnaia. Pas faire la même erreur que Marquez. S'il y a des douleurs, s'il y a des complications, ne pas hésiter à ne pas faire Misano. Il a de l'avance au championnat, quand même. Donc il faut faire attention avec son physique. Ça serait con de perdre le championnat du monde à cause d'une blessure parce qu'on a voulu reprendre trop vite. Il a eu beaucoup de chance. J'espère qu'il n'y a vraiment rien, mais je pense qu'à Misano, il faudra qu'il fasse très attention et puis il sera peut-être un peu diminué de toute manière, même physiquement avec cette chute, parce qu'il a quand même, il s'est fait rouler dessus par une moto, c'est quand même pas l'idéal, loin de là. Et puis je termine avec Lecuona, pour un pilote qui fait des piges, parce qu'Iker Lecuona il fait des piges depuis le début de saison. Il finit quand même devant Johan Mir. Il était dans le rythme de Nakagami, dans le rythme aussi de Morbidelli, pas largué par Marquez non plus sur le Grand Prix. Pour un mec qui connaît pas tout au niveau de la gestion des pneus en MotoGP, je trouve que c'est très très bien ce qu'il a réalisé. Il peut être très très satisfait de ce qu'il a fait parce que ça aurait pu être bien plus compliqué pour lui et il s'en est très très bien sorti, vraiment, parce que ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et là, c'est vraiment très bien pour lui d'avoir réussi cette performance parce que ça aurait pu être très compliqué. Il aurait pu se retrouver dans une situation bien plus difficile. Et là, il se retrouve vraiment pas trop mal, Iker Lecuona en termes de rythme. Donc, pour un pilote qui a quitté la MotoGP, il fait beaucoup de piges et en plus, il n'est pas dégueulasse. Il finit quand même devant Johan Mir aussi. Donc, non, il faut saluer le travail que fait Iker Lecuona. Avec pourtant une moto qui est pas très bonne et même en qualif il y a Nakagami et Mir qui sont derrière lui, donc en course qualif et en qualification pure il était dernier, mais il était à 2 dixièmes de Nakagami, donc là aussi pas largué pour un mec qui fait que des piges. Je trouve que c'est bien ce que réalise pour le moment Iker Lecuona. Je voulais saluer son travail. Du côté des flops, Marc Marquez, c'est
Week-end encore difficile pour Marc. Bon voilà, il n'y a pas de surprise au bout d'un moment pour Marc Marquez. C'est-à-dire qu'on voit le niveau de performance n'est pas là. Bon, il y a pas, il y a pas de grande solution, j'ai l'impression, pour lui. Et ça fait de la peine parce que bon, on est sur un pilote qui a quand même été champion du monde, qui a marqué. Et là, on a l'impression d'avoir un fantôme, quoi, Marc Marquez. On a bien compris que là, grosso modo, il fait plus vraiment d'efforts pour attaquer. Son objectif, c'est de finir les grands prix. Ça, je crois que tout le monde l'a compris du côté de Honda. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'il va rester chez Honda? Il reste encore des rumeurs pour lui, parce que quand tu vois un petit peu son niveau, là, c'est dur, quoi. Hein. Ça commence à être difficile aujourd'hui. Donc, il va falloir... ouais, il faut trouver des solutions, mais bon, t'as pas 150 possibilités non plus. Ouais, je sais pas trop quoi faire en fait. C'est-à-dire que du côté de Marquez, on sait pas trop. On sait pas trop comment il va pouvoir se démerder, quoi. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est très 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 compliqué maintenant pour Marquez, qu'il n'y a plus la motivation, il n'y a plus l'envie. Est-ce qu'il a encore les ressources pour amener Honda vers le top niveau? L'arrivée de Zarco, est-ce qu'il va le voir comme quelque chose de bien ou comme un concurrent supplémentaire? J'ai du mal à savoir, voilà, du côté de Marc Marquez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, pour le moment, la fin de saison va être longue pour lui. Bastianini, reblessé, blessé en début de saison. Là, il va peut-être rater, il va peut-être revenir genre à 2 ou 3 courses de la fin. Pour une première année, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en termes de rythme, il n'était pas vraiment dans le coup. Son meilleur résultat cette année à Bastianini, si je regarde dans mon classement, il est né à Bastianini, donc qui est 18e du championnat du monde, c'est 8e. C'était en Allemagne. Depuis, il n'a pas eu de grands résultats. Là, il va certainement être encore absent, je pense minimum jusqu'au Japon. J'ai l'impression qu'il surpilote. J'ai l'impression qu'il en fait beaucoup trop. Il se met trop la pression en fait. Je ne sais pas si c'est l'équipe qui lui met la pression ou lui-même qui se met trop la pression. Il sait piloter une Ducati. Il sait piloter cette moto. On a l'impression que depuis qu'il est dans l'équipe 1, il n'arrive pas à être performant. Il n'arrive pas à être dedans. Ça, c'est quand même terrible, je trouve. On a l'impression qu'il n'est pas encore dans sa tête pilote officiel. Je sais pas. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Ducati. Alors, je ne sais pas quoi. Mais pour le moment, c'est vraiment une saison à oublier, je pense, pour Bastianini. Et c'est dommage parce que moi, je misais beaucoup sur lui. Je me disais, il va peut-être pouvoir pousser Bagnaia dans ses retranchements. C'est peut-être lui qui peut être l'adversaire numéro 1 de Bagnaia. Non, il est nulle part. Alors que c'est un pilote qui faisait des très bonnes choses l'année dernière. Donc, ouais. Pour moi, c'est une grosse déception. Alors, si je devais parler déception, pour moi, Bastianini, c'est la déception de l'année. Parce que je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, je termine avec un récurrent du côté des flops, Raúl Fernandez. Bah là, on voit la différence de niveau avec les autres pilotes Aprilia. C'est le seul qui ne s'en sort pas. C'est le seul qui ne fait pas un bon Grand Prix. Raúl Fernandez. C'est-à-dire que tous les autres ont fait une belle course, ont fait un gros week-end. Oliveira, Aleix Espargaro, Viñales. Le seul qui n'a pas fait un bon week-end, Raúl Fernandez. Je crois qu'il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Raúl Fernandez, ça ne marche pas en MotoGP. Voilà. Est-ce que c'est un problème de maturité? Est-ce que c'est un problème physique? Ça fait 2 saisons.
de saison où il ne met pas un pied devant l'autre. Son meilleur résultat là cette année, c'est une 10e place en Grande-Bretagne, où un Grand Prix où Miguel Oliveira fait 4, où Viñales fait 5 et où Aleix Espargaro gagne. Donc, depuis le début de saison, c'est le moins bon des pilotes Aprilia. Mais assez largement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart de 1 dixième, quoi. On est presque sur du 7-8 dixièmes, même face à un Miguel Oliveira qui pourtant n'a pas eu forcément une saison facile, en ayant pas mal d'abandon du fait que il se soit fait souvent rentrer dedans. Quand même Miguel Oliveira et 2 blessures à gérer pour Miguel et 2 grands prix où il a été absent. Malgré ça, Miguel Oliveira il est devant au championnat. Alors que Raúl Fernandez, à part le Grand Prix de France, sinon il a fait toutes les autres courses. Et il y a 40 points d'écart entre les deux. Donc c'est ça qui moi me pose problème du côté de Raúl Fernandez. Pour moi aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour faire une 3e saison en MotoGP. Quand je vois que Augusto Fernandez, qui pour moi fait une saison très intéressante, n'est pas sûr de rester par rapport à un Raúl Fernandez, je me dis qu'il y en a un qui mériterait plus de dégager que l'autre, quoi. Bon, je crois qu'on a tout dit. On regarde tout de suite les classements pilotes. On regarde tout de suite les différents classements et on commence avec le championnat pilote. Francesco Bagnaia reste en tête avec cette bonne série qu'il a eue en Grande-Bretagne, en Autriche, où il avait eu des très très bons résultats. 260 points pour Bagnaia. Derrière, Jorge Martin qui s'installe vraiment comme le 2e homme de ce championnat, se retrouve quand même à 50 points pour le moment. Marco Bezzecchi est 3e, il a marqué le pas sur ce Grand Prix de Catalogne. Brad Binder 4e, Aleix Espargaro 5e. Johan Zarco 6e avec 141 points, qui avait eu 2 derniers week-ends compliqués en Grande-Bretagne et en Autriche, et là qui a repris vraiment du poil de la bête. Luca Marini 7, Maverick Viñales 8. Jack Miller 9e avec Alex Marquez 10e. Fabio Quartararo est 11 avec 82 points juste devant son équipier. Franco Morbidelli, cette 7e place lui fait du bien à Fabio Quartararo, même si il n'y a toujours pas de solution au niveau de sa moto. Premier pilote Honda, ça reste Alex Rins, qui est 15e Alex Rins, avec seulement 47 points pour le pilote espagnol. Et derrière, c'est la Bérésina du côté de chez Honda. On regarde tout de suite le classement constructeur. Ducati est en tête avec 379 points. Derrière, belle bagarre entre KTM et Aprilia, car Aprilia a fait un très bon score sur ce week-end par rapport à KTM, 215 versus 203 points. Et puis on retrouve ensuite Yamaha et Honda qui est 5e. Enfin, du côté du classement par équipe, c'est toujours Pramac qui mène avec 351 points contre 314 pour la VR46. Et là, Pramac a marqué des gros points ce week-end. Ducati, 295 points et toujours à 56 points de Pramac. C'est vrai que Bastianini ne marque pas tant de points que ça du côté de Ducati. KTM 4, Aprilia 5 qui fait une belle remontée, qui remonte à 3 points de KTM. Yamaha se retrouve 6e, mais avec une belle bagarre avec Gresini. LCR Honda 85 points et 8e devant Tech 3, RNF et le team officiel Honda, toujours avec seulement 27 petits points du côté de ce championnat. Nous, on se retrouve juste après le Grand Prix de Misano. Ça sera le week-end prochain avec le Grand Prix de Saint-Marin. Donc on fera le débrief de cette course sur la chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir également les autres vidéos sur la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur la Meg Production.